Hello, everyone. We'll give it just another minute before we get started. In the meantime, please introduce yourself in the chat box with your name. Bonjour tout le monde, nous allons commencer dans quelques minutes. S'il vous plaît, présentez-vous dans la fonction de clavardage. Dites-nous qui vous êtes et d'où vous êtes aussi. N'oubliez pas de choisir une langue à l'aide des boutons, du bouton interprétation au bas de votre écran. Bonjour tout le monde, merci d'être là ce matin. Nous sommes très contents que vous soyez des nôtres pour la dernière table ronde sur le plaidoyer pour le AH dans les établissements de santé. Choisissez une langue, s'il vous plaît, à l'aide du bouton au bas de votre écran. C'est le globe terrestre. Et au moment de commencer, s'il vous plaît, présentez-vous dans la fonction clavardage. Dites-nous qui vous êtes, quelle est votre organisation et où vous êtes situé. Je suis Daniel Heiberg. Je suis très contente de vous accueillir pour cette discussion d'aujourd'hui sur le plaidoyer en faveur du financement. Nous allons commencer avec un court panel suivi d'une discussion durant laquelle vous allez pouvoir partager et apprendre les uns des autres. Avant de céder la parole aux animateurs et animatrices, quelques points logistiques. Nous offrons le webinaire en anglais, en français et en espagnol. Vous aurez dû normalement avoir choisi votre langue à l'aide du bouton au bas de l'écran. Pour aider les interprètes, ne parlez pas trop vite, s'il vous plaît. Et de temps en temps, des commentaires pourraient être répétés en anglais pour faciliter l'interprétation. Le webinaire est enregistré et sera disponible dans les 3 langues sur le canal YouTube de Global Water plus tard cette semaine. Utilisez la fonction de clavardage pour vos commentaires et vos questions. Si vous voulez intervenir lors des périodes de discussion ouvertes, vous pouvez utiliser la fonction main levée. Et maintenant, je vais présenter Ellen Walter et Hank Habich, les animateurs de la discussion d'aujourd'hui. Ellen est experte de Ellen a travaillé avec le gouvernement américain et dans les secteurs privés et publics, y compris comme directrice de la durabilité chez Wash Advocates. Hank Habich a travaillé dans de nombreux domaines de la politique. Son carrière dans le domaine de la politique internationale comprend des postes comme administrateur adjoint et au ministère de la Justice. Hank a occupé de nombreux postes de conseil d'administration au fil des années. Il est directeur du Water Global International et est au conseil du Global Water Challenge, entre autres. Et Ellen Hank, à vous. Merci. Merci Daniel et bienvenue tout le monde. Je tiens à remercier Daniel et Haley Schramm avec beaucoup d'autres personnes qui ont préparé et organisé ces excellentes tables. Et Ellen Walter est excellent dans le plaidoyer dans cet espace et aidera avec moi à la facilitation des séances, de la séance d'aujourd'hui. Il s'agit de vous entendre aujourd'hui pour déterminer où on va à partir de maintenant pour plaidoyer en faveur du financement. Je vais faire quelques commentaires. D'abord, nous avons déjà eu 2 excellentes tables rondes, donc il est difficile de faire mieux, mais ces discussions nous ont amenés à celle d'aujourd'hui et je pourrais peut-être encadrer la discussion, au cadre de la discussion, en disant que grâce à l'excellent plaidoyer des gens qui participent à l'appel et d'autres collègues, la compréhension de l'importance de l'EAH dans les établissements de santé n'a jamais été aussi grande. Personne ne conteste son importance. Et d'après le rapport international de
l'Organisation mondiale de la santé de l'UNICEF, on sait que l'écart peut être comblé et de manière abordable finalement au niveau des coûts de la santé. La frustration vient du fait qu'il n'y a pas d'engagement pour assurer le financement. Et la question est de savoir comment assurer que l'EH occupe la place qui lui revient dans les budgets nationaux et dans les programmes de financement international. Bon, ça va être surtout une discussion ouverte, mais je voulais livrer quelques réflexions. Tout d'abord, et je vais laisser ces définitions à l'écran pendant quelques instants. D'abord, pour clarifier le paysage du financement et ensuite les aspects géographiques. Dans le secteur bancaire, les bancaires considèrent que le financement est quelque chose qu'on doit rembourser. Mais le financement consiste à obtenir de l'argent pour financer une activité. Il y a différents modèles. Il y a des dons et des prêts. Alors, quand on parle de l'EH dans les établissements de santé, surtout dans les pays les plus pauvres, le financement commence par des dons, par des subventions, parce que beaucoup d'établissements ne peuvent pas rembourser les prêts. Ensuite, on passe à ce qu'on appelle le financement mixte, qui combine les prêts et les subventions. Notre objectif à terme est d'avoir un secteur si bien établi pour que les organismes et les établissements de santé puissent s'autofinancer. Bon, on va faire le lien avec les dons aujourd'hui et on veut recevoir vos commentaires sur les dons et les prêts. Permettez-moi de parler brièvement des scènes où se déroulent les discussions sur le financement. D'abord, il y a le niveau national. Un aspect important de l'EH dans les établissements de santé, c'est que le succès commence avec les politiques nationales et les engagements budgétaires. Ça commence au pays. Et si un pays ne s'engage pas, il est très difficile pour que d'autres bailleurs de fonds interviennent pour résoudre le problème. Mais si un pays s'engage à donner un financement à l'EH dans les établissements de santé, ça peut ouvrir la porte à d'autres sources de financement. Le niveau national, donc, ensuite le niveau mondial et la finance internationale. Et il y a plusieurs institutions importantes dans cet espace, les établissements de financement international, la Banque mondiale, les banques de développement régional et des fonds fiduciaires et d'autres grands établissements ou institutions de financement qui se mobilisent lorsque les pays disent que le H est une priorité. Et enfin, il y a les partenariats locaux où beaucoup d'entre vous œuvrez. Quand on a un engagement de ressources au niveau national et régional, on peut au niveau local mettre en œuvre des programmes durables. Et ce processus est critique. Quand ces partenariats se créent, d'autres sources de financement peuvent se greffer là-dessus et d'autres sources de financement apparaissent, les ONG notamment. Alors, on a tout un paysage de financement. Et une conclusion qu'on peut en tirer, c'est que de notre point de vue, l'argent existe. Il y a de l'argent pour financer l'EH dans les établissements de santé. La clé est au niveau national d'obtenir l'engagement, d'obtenir la reconnaissance. Et la frustration a toujours été que l'EH est toujours tombé entre les mailles du filet. Il y a beaucoup de silos dans le monde du financement et des politiques. Il faut reconnaître l'importance de l'EH au niveau national. Et d'après nous, le financement va suivre. Je dirais enfin, pour mettre la table à la discussion qui va suivre, c'est qu'il y a trois dimensions du plaidoyer, vous le savez mieux que moi, le niveau mondial, le niveau national et le niveau local. Nous vous invitons à faire des commentaires sur le plaidoyer à tous ces niveaux. Cette discussion va surtout se concentrer sur
l'élévation de l'EAH au statut de priorité dans les engagements financiers. Alors, il y a plusieurs personnes qui se joignent à nous pour nous aider à réfléchir là-dessus. Je cède la parole à des personnalités éminentes du monde du plaidoyer en faveur de l'EAH. Merci Hank, je suis très content d'être là et de voir autant de personnes en ligne pour cette excellente discussion. Nous allons commencer en faisant un petit sondage. Nous voulons vous demander de l'information. La question va être posée. Vous allez le voir en français et en anglais aussi. Mais bon, la question est, dans quelle mesure êtes-vous engagé auprès des ministères techniques sur le suivi des budgets et des flux financiers? Alors, s'il vous plaît, répondez à cette question de sondage. Et aussitôt que nous aurons quelques réponses et que le sondage est fermé, on va savoir combien engagés les gens sont vis-à-vis des ministères techniques. Très bien. Il semble y avoir une répartition assez égale au niveau de l'échelle d'engagement. En ce moment, le plus grand nombre, à 33%, est constitué de gens qui sont partiellement engagés. C'est très bien. On va vous donner un peu plus de temps. C'est bien. Environ 25% disent qu'ils ne sont pas du tout engagés. Et nous espérons que au cours de ce processus, vous allez entendre parler d'exemples de comment s'engager et comment identifier les possibilités d'engagement auprès des ministères techniques et même des ministères des Finances. 25% ne sont pas engagés, mais commencent à établir des liens. Le plus grand pourcentage, c'est très bien, à 36%, ce sont des gens partiellement engagés et 13% se disent très engagés. Ce sont sans doute nos experts. Ils font du suivi des budgets, des flux financiers. Ils discutent avec les ministères techniques et les ministères des Finances et les dirigeants, les responsables, où il y a des discussions sur les flux financiers et les budgets. Bon, maintenant, nous avons un excellent panel d'intervenants. D'abord, nous allons partir des commentaires de Hank. Nos experts vont parler de leurs expériences et éclairer un peu ce sujet et préparer le terrain pour la table ronde. D'abord, John Brazo est un spécialiste en santé au sein du mécanisme de financement mondial pour les femmes, les enfants et les adolescents, le GFF, qui est hébergé par la Banque mondiale, où il se concentre sur la santé maternelle, néonatale et infantile et sur les questions multisectorielles affectant les résultats. Avant d'entrer au GFF en octobre 2018, il avait travaillé pendant 26 ans à l'Agence américaine pour le développement international dans diverses fonctions de direction et de gestion pendant plus de 26 ans. Il travaillait sur la santé environnementale, l'approvisionnement en eau, assainissement et hygiène, de même qu'en santé maternelle et infantile. Et il a également récemment fait partie de la commission OMS, UNICEF, Lancet, un avenir pour les enfants du monde. Après John, interviendra la docteure Katrina Fonseca, économiste, qui a plus de 23 ans d'expérience dans la coopération au développement et les organismes sans but lucratif plutôt, dont 20 dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Elle est associée à l'IRS et conseillère principale du programme assainissement et eau pour tous. Son entreprise Pulsing Tide offre de l'assistance technique, des formations et des conseils stratégiques au gouvernement et aux organisations. Nous sommes très contentes qu'elles soient là pour partager leurs idées et leurs expériences. John, d'abord à vous. Merci beaucoup. Bien. Alors, merci beaucoup, Ellen. Merci, Hank.
Et merci aussi aux organisateurs et organisatrices que Hank a déjà remerciés. Merci pour cette série de tables rondes, mais aussi pour l'effort soutenu sur cette question clé depuis plusieurs années maintenant. Je pense que c'est un bon exemple de la manière dont l'attention centrée et soutenue pour aller chercher de plus en plus d'intervenants diversifiés peut faire une différence. Alors, je voulais le souligner. C'est un effort qui a porté beaucoup de fruits dans le temps. Je suis honoré d'avoir été invité pour faire des commentaires d'introduction, Catherine et moi, avec les organisateurs. Nous nous sommes entendus pour adopter des approches différentes. Moi, je vais parler surtout du niveau national et ce qui se passe au niveau national et à quoi ça ressemble à ce niveau-là. Katrina va présenter une vision un peu plus ascendante en partant du bas, du niveau décentralisé. Vous avez appris que j'ai travaillé dans différents secteurs associés à ce secteur. Je suis assez sensible au fait que le H dans les établissements de santé semble facile, mais c'est en fait incroyablement compliqué parce que c'est vraiment intersectoriel. Prestation de services de santé, approvisionnement, des parties prenantes nationales et internationales jusqu'aux responsables des districts et les intervenants du secteur public et du secteur privé et les OSBL et les ONG. Quand on regarde cette complexité, ça se reflète aussi dans les modalités de financement très diversifiées. Quand je parle de financement, je ne l'entends pas, même si je travaille au GFF, qui fait partie de la Banque mondiale, qui est hébergée là. Et comme ma mère m'a dit quand elle m'a dit que j'entrais à la Banque mondiale, il y a 2 ans, elle a dit, mais qu'est-ce que tu sais du monde bancaire? Mais il y a un élément du financement qui est constitué de subventions et de prêts. Même la Banque mondiale, dans de plus en plus, offre des subventions, surtout pour les questions sociales aux pays les plus pauvres. Donc, c'est un financement mixte et il faut trouver des façons de mieux en profiter pour couvrir les frais pour les infrastructures et des dépenses comme les ressources humaines, mais aussi pour le maintien des installations physiques à plus long terme. Avant, on a parlé des lacunes qui peuvent exister dans les pays à revenus moyens et faibles sur le plan des normes EH dans les établissements de santé. Et les réalités sur le terrain, on a discuté des plateformes les plus appropriées pour le plaidoyer et la reddition de comptes. On a parlé des liens importants par rapport à la santé des mères et des nouveau-nés. C'est lié à toute la problématique des infections et la qualité des soins, qui est une problématique clé en santé. Et quand on parlera des manières les plus efficaces de sensibiliser les gens et de réussir à obtenir des engagements pour un financement durable pour le H dans les établissements de santé. Bon, on sait que nous sommes au milieu d'une époque difficile. Cette pandémie de la COVID-19 a fait ressortir les faiblesses des systèmes dans la prestation des services de santé et dans d'autres systèmes aussi. Mais dans le secteur de la santé en particulier, on accorde de plus en plus d'attention au contrôle et à la prévention des infections, ce qui est une occasion et un défi. D'un côté, il est impossible de parler d'un contrôle et d'une prévention efficace des infections sans tenir compte des lacunes sur le plan de l'EH. Mais il y a la rareté des ressources nationales et internationales. Et surtout quand il y a des dépenses à consentir pour la COVID, l'achat de vaccins et ainsi de suite. Pour ces raisons, il est plus important que jamais d'assurer la plus grande efficacité dans l'utilisation des ressources disponibles.
Alors, quand on parle de la question large du soutien financier, que ce soit un financement au sens des banquiers ou de subventions, de dons, l'efficacité est importante et pouvoir arguer l'efficacité sera important quand on veut aller chercher plus de financement au niveau national. Il y a là plusieurs dimensions. Il y a la priorisation des interventions les plus critiques pour maintenir les services essentiels. Ça, c'est une catégorie large. Aligner les différentes sources de financement, national, international, prêts, subventions, autour de ces priorités et assurer l'exécution des priorités en obtenant un vrai impact. Alors, dans ce contexte, il faut penser aux moyens de prendre quelque chose comme le H dans les établissements de santé et le rendre pertinent au niveau de la meilleure utilisation des fonds. Si on l'applique à cette question, on va bien l'utiliser et atteindre les objectifs visés. Alors, il faut évidemment soulever les questions de la reddition de fonds et de... Bon, le GFF est à l'intérieur de la Banque mondiale. Il a été lancé à Addis Ababa en 2015 dans le but de combler une lacune financière très importante entre l'aspiration d'éliminer les décès évitables de femmes et d'enfants et la réalité des ressources financières consacrées à ces questions. Et donc, c'est il y a 6 ans environ, la réflexion se poursuit. La façon que c'est le cadre, en fait, c'est de renforcer la santé pour la couverture de santé universelle. Il y a un plus grand portrait pour le financement mondial, mais donc les établissements de santé, ce n'est pas juste une question de financement dans ce domaine, c'est une question plus large. Et donc, pour les personnes qui ne sont pas familiers, à la fin, je vais mettre l'adresse du GFF dans la boîte de clavardage. Le GF, c'est un mécanisme de financement qui unit des partenaires nationaux et internationaux et qui priorise les fonds pour avoir des interventions les plus efficaces possibles au niveau des coûts. C'est axé sur les femmes, enfants, adolescents et c'est conçu aussi pour construire de la résilience au niveau des systèmes de santé. Et donc, les établissements de santé cadrent bien dans ce domaine et c'est très aligné en fait avec cette vision dans laquelle que je viens de souligner. Donc, le GEF fait partie de la Banque mondiale et ce partenariat a été critique pour permettre l'utilisation de petites subventions qui sont associées à des plus gros montants de la Banque mondiale. Et je sais que la quantité de financement que le GF fait en termes de petits investissements, c'est environ 10 à 30 millions de dollars. Et ça semble énorme au niveau des pays, mais il faut se rappeler que ces fonds sont utilisés pour, de façon catalytique, d'adresser des grands problèmes. Et donc, ce n'est pas lié à un seul problème dans le domaine de la santé. Donc, on veut répondre à des embouteillages plus larges. Et donc, à juin 2020, le GF avait investi environ 602 millions de dollars en subventions qui étaient liées à environ 4,7 milliards de dollars au niveau des prêts et subventions de la Banque mondiale avec des investissements de 25 sur 36 de nos pays partenaires. Et vous pourrez voir cela si vous allez sur le site Web. Et en plus de cela, le GF soutient le renforcement des plateformes de pays à multi-intéressés. C'est clé pour le GF. Et ces plateformes sont là pour aider à développer un cas de développement très clair pour les femmes, enfants, adolescents au niveau de la santé et nutrition pour aligner de plus grands volumes de financement sur les priorités convenues. Donc,
où est-ce que le financement des installations de santé EAH se cadre dans le contexte de GFF, qui n'est pas un fonds mondial, c'est une application, en fait, à un bassin de financement pour résoudre des enjeux clés comme le Fonds mondial pour le sida, tuberculose, malaria. Et donc, on se fie sur un groupe d'investissement au niveau des pays que j'ai déjà décrit pour aider à guider les investissements dans une approche coordonnée et alignée, et aussi mise sur le financement de la Banque mondiale et indirectement ce grand groupe d'intéressés dans le cas d'investissement. Donc, si l'EAH dans les établissements de santé va être priorisé dans le cas d'investissement, c'est important que les principaux intéressés fassent partie de la préparation de ce cas et qu'ils apportent de l'information à jour et des approches efficaces au niveau des coûts et des solutions. Et donc, ceci, c'est pour avoir un cadre qui va articuler comment l'investissement va se traduire en amélioration tangible pour la santé des femmes, enfants, adolescents et soutenir les soins de référence et la couverture universelle. Donc, en 2020, le GF et la Banque mondiale, avec son Global Water Practice, et mes collègues, malheureusement, ne pouvaient pas participer aujourd'hui, mais c'est vraiment un partenariat. Donc, ont initié une collaboration pour vraiment soutenir les intéressés des pays et apporter des définitions très claires au niveau des pays pour ce qui est requis au niveau des investissements pour améliorer le H dans les installations de santé. Une trousse a été développée pour définir les domaines clés des investissements, pas seulement dans le secteur de la santé, mais d'autres secteurs pertinents pour soutenir la préparation des cas au niveau des investissements et aussi la mise en œuvre et la préparation des activités cofinancées par le GF et la Banque mondiale. Donc, ce domaine des installations de santé plus large, EAH, parle de l'analyse situationnelle, parle de la gouvernance proposée, des arrangements financiers basés sur des analyses de politique et économiques et des réformes des institutions et le cadre aussi de nettoyage des installations de santé professionnelles et aussi les investissements au niveau des infrastructures, de la gestion des ordures. Et donc, je pense que souvent, on pense trop rapidement au niveau des installations de santé au niveau de l'EAH, qu'il faut d'abord regarder les écarts des infrastructures. Mais en fait, les solutions durables et le financement durable va vraiment se fier sur la réflexion sur les systèmes. Je me rappelle, par exemple, un voyage en Éthiopie il y a un peu plus de 15 ans maintenant, où j'ai visité des établissements de santé au niveau du district qui avaient été bâtis aux normes du gouvernement et elles avaient une tour d'eau en place, des éviers, des toilettes à chasse manuelle, mais pas d'approvisionnement en eau. Donc, ces installations EAH dans l'établissement de santé ne fonctionnaient pas. Donc, il faut voir comment est-ce qu'on peut miser et aligner, en fait, avec le financement de différents secteurs et s'assurer qu'on ait des solutions durables. Et donc, je veux aussi reconnaître le fait que nous vivons dans une époque très difficile de façon professionnelle et personnelle. Il y a beaucoup de menaces reliées à la COVID envers ces gains qui ont été faits au cours des 20 dernières années avec des interruptions au niveau des services de la santé pour les patients internes et externes. Et ces impacts varient avec le temps d'un endroit à l'autre, mais ils sont vrais et peuvent être très importants. Et le GFF en soi a dû rapidement pivoter pour aider les gouvernements et les partenaires locaux à bien comprendre quelles interruptions se produisent et faire le suivi des dépenses au niveau de la santé et aussi de prioriser, de protéger les services qui sont à risque en s'assurant que la pandémie de COVID-19 ne va pas éliminer ces gains qui ont été difficiles à faire au niveau de la santé des femmes et des enfants et pour aider à continuer les progrès naissants que nous avons vus lorsque nous faisons face à des enjeux critiques dans la santé des adolescents. Il faut soutenir donc les pays pour protéger les services essentiels et améliorer leur qualité. Donc, ce renforcement des systèmes, c'est à la fois
à l'intérieur du contexte de la COVID, mais va au-delà. Et c'est au cœur de la nouvelle stratégie GEF de 2021 à 2025. C'est mon point de vue personnel que de s'assurer qu'on a un financement durable pour des améliorations au niveau des EAH dans les installations de santé joue un rôle critique dans la qualité d'ensemble et la résilience de ces systèmes de santé qui sont si importants, qu'il est si important de les maintenir, et aussi le code pour faire ce financement avec toutes les considérations que j'ai soulignées. Donc, il faut vraiment faire ce cas au niveau des pays. Et sur ce, je vais passer la parole à Hélène. Et je pense qu'on va passer à Katharina. Donc, j'ai bien hâte qu'on continue notre discussion. Merci, John. Donc, nous allons passer la parole à Katharina. Il y avait une question. Peut-être que dans la boîte de clavardage, vous pouvez donner des exemples, John, sur les mécanismes qui sont disponibles pour faire le suivi des budgets EAH au niveau des pays et nationaux. Et Katharina va probablement donner des exemples aussi entourant le suivi des budgets. Donc, Katharina, on vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci, Hélène. Bon après-midi ou en fait, bon matin pour plusieurs d'entre vous. Je suis heureuse d'être ici. Merci de m'avoir invitée. Je pense que je vais commencer en étant un petit peu plus direct que John avec une divulgation avec 15 ans d'expérience dans le secteur. Donc, le plaidoyer pour le financement additionnel pour les EAH, c'est difficile et pour l'assainissement, c'est encore plus difficile. Et si on veut un financement pour les deux, spécifiquement dans le monde des établissements de la santé, c'est encore plus difficile. Donc, c'est ce que moi, je voulais vous dire aujourd'hui. Et c'est qu'il y a quelques exemples qu'on a vus et certaines approches qui ont vraiment été efficaces et qui ont fonctionné. Prochaine diapo. Donc, je vais vous fournir de quelques exemples et qui sont soit au niveau de l'assainissement, l'eau pour tous. En fait, ils sont dans ce manuel, Water and Sanitation pour tous. Et il y a les liens sur tout ce que je dis, puis les organisateurs vont pouvoir partager ces liens et vous pouvez les voir ici. Ce n'est pas juste pour vous montrer des belles photos. Donc, il y a dans ce manuel du ministère de la Finance, il y a aussi des mécanismes au niveau national qui sont utilisés par différentes organisations qui permettent de faire le suivi des budgets pour les EAH. Et pour le Watershed, qui existe depuis les 5 dernières années, il y a une discussion sur les changements pour la société civile, et pas juste la société civile, mais d'autres intéressés qui veulent influencer au niveau national ou district ou local. Et cela explique les différentes voies pour obtenir ces changements. Donc, cela étant dit, je pense que quand on regarde l'ensemble du plaidoyer pour le financement, et là où on a vu les moments les plus réussis avec une augmentation massive du financement qui s'est ensuite traduit pour les établissements de santé. C'est quand l'État ou l'équivalent a fait en sorte que c'était une priorité pour le pays. On a des exemples en Inde avec le Stratprat. On a eu la Corée du Sud dans le passé qui a donné l'accès universel au EAH pour sa génération. Et la première dame du Burkina Faso, elle est vraiment une grande défendresse de l'hygiène et de l'assainissement. Et quand ça se passe, quand il y a vraiment une priorité qui est donnée par les chefs d'État, alors il y a moins d'obstacles dans les différents secteurs et il y a plus de collaboration entre les EAH et l'éducation, par exemple. Et les autres exemples où j'ai vu des grands changements au niveau de l'allocation des budgets, c'est de façon ascendante et c'est ce que je veux vous parler. Je veux vous montrer comment bâtir la capacité des groupes de citoyens, d'engager les gouvernements locaux et on peut voir des changements très rapidement quand cela se produit. Donc, je veux essentiellement, j'ai seulement 8 minutes, donc je vais parler de deux des 4 voies pour le changement pour influencer l'augmentation du financement. Et le premier point dont je veux parler, c'est vraiment engager politiquement au niveau du district pour les décisions
politique, pas juste les décisions techniques. Il faut englober le point de vue politique. Et je vais vous donner un exemple pour le Bangladesh. Prochaine diapo. Il y a quelqu'un a son micro qui n'est pas en sourdine. Il y a beaucoup de sons avec la musique. Si on peut mettre cette personne en sourdine. Merci beaucoup. Donc, le premier exemple nous vient du Bangladesh et cette organisation DORP travaille avec la société civile, certaines d'autres organisations. Et quand ça n'existe pas, ils travaillent avec les citoyens qui représentent la population la plus marginalisée. Ici, c'est de Bola Mozilla. Ils sont essayés au niveau local, des gouvernements locaux puis des groupes marginalisés, les intégrer dans le processus budgétaire. Donc, quel est ce processus budgétaire? Quand les citoyens peuvent-ils avoir une voix? Quand peuvent-ils parler au niveau du district? Au niveau technique, évidemment, et aussi pour influencer le côté politique des décisions. Comment est-ce que les budgets soient plus transparents? Comment les augmenter pour ceux qui sont laissés derrière? Et donc, la prochaine diapo, ils ont vraiment se sont engagés avec les familles illettrées des communautés les plus éloignées, les plus marginalisées, donc les pêcheurs nomades. Et donc ici, on peut voir Connie Hart, la femme qui est là. Ça lui a pris un an pour travailler avec elle et les femmes de sa communauté pour Connie Hart, en fait, pour qu'elle ait confiance en elle, pour que ici, c'était la première fois, elle s'est levée, qu'elle a participé à une discussion budgétaire dans sa propre langue. Et l'équipe était très fière de cet accomplissement. C'est pour ça qu'on a une photo. Et à gauche, vous pouvez voir la transparence budgétaire. C'est ici une désagrégation très. Je n'ai pas une photo, mais ils ont aussi fait un ordre du jour imprimé avec le processus budgétaire et les éléments clés de l'intervention des différents intervenants. Et donc, au début du mois, vous pouvez voir, bon, ben, ce mois-ci, il faut vraiment être présent à telle réunion, à tel endroit, à cette date. Et donc, ce qui est le plus important, c'était les résultats et les budgets ont augmenté à chaque exercice financier au cours des 4 dernières années parce qu'ils ont connu tellement de succès à augmenter le budget pour les EAH au niveau du district, dans les établissements de santé également. Donc, ils ont inspiré d'autres districts tout près et les gens qui travaillent là à adopter cette approche. Et il y a eu des installations qui ont été bâties pour les communautés marginalisées. Et une des choses les plus incroyables que j'ai vues, c'est qu'ils ont pu développer un budget qui était spécifique à l'inclusion et au genre. Et donc, il y a un lien. Ici, ça a été traduit avec beaucoup de détails, là. Pas besoin de lire chaque ligne, mais je voulais juste vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, à droite, on a l'allocation de budget pour femmes, filles, personnes âgées, handicapées, groupes exclus. Et puis, à gauche, on peut voir tout de suite ces soins de santé, EAH, approvisionnement en eau. Donc, quand il y a ces discussions-là au niveau local, certaines de ces barrières que nous avons dans l'eau, assainissement, hygiène, éducation, santé, ici, là, ça devient moins clair et c'est plus facile de travailler. Et ça inclut également la construction, l'entretien, les coûts qui sont reliés. Et donc, on peut voir tous les détails ici dans le diapo. Et l'autre exemple que je voulais partager avec vous, l'autre voie, je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, qui est vraiment d'engager directement les citoyens. J'ai vu beaucoup de OGN et ainsi de suite qui sont plus imputables envers les gouvernements plutôt que de l'inverse, envers les citoyens pour qui ils représentent. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment s'engager directement avec les citoyens, surtout avec les restrictions de la COVID? Et tout le travail ici avec DORP au Bangladesh a aussi été fait pendant ces restrictions de la COVID. Et c'est possible, donc. Prochaine diapo. Donc, je vais vous donner un exemple. Comment s'engager directement avec les citoyens? C'est un exemple du Kenya ici. On peut le faire en formant des champions de budget, de faire travailler avec les organisations populaires. Ici, c'est CESPAD.
Donc, CESPAD a développé un manuel de budget pour les EAH. Ils se sont engagés avec une radio très populaire pendant une semaine au complète. Ils ont parlé de la participation budgétaire, comment c'est fait un budget. Ils ont pris les appels de leur audience et la dernière journée, ils ont amené des collègues gouvernementaux pour discuter des enjeux qui avaient été soulevés pendant la semaine. Et ici, vous pouvez voir le DJ principal et aussi Victor Juma et aussi Abigail, qui est une des champions budgétaires de la communauté. Et vous pouvez les entendre. Ce sont des diapos de leurs vidéos et vous pouvez en lire davantage sur comment adopter ce processus. Et on ne sait jamais qui écoute ces programmes, surtout si c'est local, à des heures de pointe. On peut influencer directement les gouvernements, parfois les politiciens qui participent au processus budgétaire et qui les inspirent. Donc, que ce soit la COVID, le lavage des mains, c'est une des cibles principales où on n'a pas encore de l'eau sécuritaire. Et donc, ça peut mener à avoir des alliés qui vont participer à ce processus budgétaire. Ça ne s'est pas passé seulement au Kenya, mais au Uganda, on a utilisé cette même méthode pour influencer le processus budgétaire de façon positive. Et donc, ici, j'ai beaucoup d'autres exemples. Vous pouvez voir un sommaire. Ici, c'est encore une fois un extrait d'une vidéo de différents pays, pas juste Bangladesh et Kenya. Vous pouvez trouver beaucoup de ressources dans la page sur la campagne. Et je pense que pour conclure, je vais vous donner vous laisser 5 messages clairs. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous devez comprendre en détail quels sont les cycles budgétaires et l'échéancier pour la contribution. Parce que si vous manquez ces échéanciers, alors vous allez perdre un an, où vous ne pourrez pas avoir de l'influence. Donc, c'est très intéressant. Peut-être que vous pensez que vous savez quels sont ces cycles budgétaires critiques, mais je vous conseille vraiment d'inviter quelqu'un du ministère des Finances ou des gouvernements locaux, de l'endroit où vous travaillez, de venir expliquer à vous et vos collègues quel est ce processus. Parce qu'il est important de savoir exactement à quoi ressemble le processus. Ensuite, il faut chercher des alliés chez les OSC et les membres des gouvernements locaux et les plateformes officielles et officieuses. Il faut être très précis dans ces demandes. Combien d'argent est disponible? Combien faut-il? Combien a été dépensé l'année dernière? Et pourquoi? Il faut être bien préparé pour ces discussions. Utiliser des programmes pour rejoindre plus de gens, même en période de COVID. Il est important de communiquer avec le groupe de citoyens plus large et pas simplement avec les organisations de la société civile organisées, parce que souvent, les citoyens les plus marginalisés ne sont pas du tout organisés. Que ce soit au sein de groupes d'aînés ou de groupes religieux. Il faut aller chercher les points d'entrée vis-à-vis d'un public plus large. Ensuite, pour faire le lien avec ce que John a dit, amener cette expérience aux plateformes de niveau national pour inspirer d'autres OSC et d'autres gouvernements. On l'a vu dans plusieurs pays. Mais mon dernier message, étant donné les gens qui m'écoutent, je ne sais pas si vous le savez, mais vous le savez sans doute, c'est que chaque année, on sait, Civicus nous a dit qu'il y a de plus en plus de restrictions sur les possibilités d'organisation des citoyens. Et on parle de dialogue avec les gouvernements, mais ces espaces se rétrécissent sans cesse. Les gens ne peuvent pas s'exprimer et exercer leurs droits humains. Non seulement les espaces civiques diminuent et se ferment, mais le financement, des sources de financement pour les OSC plutôt, diminuent. Et il y a vraiment une poignée de programmes qui financent l'engagement des citoyens. Je les connais, on peut les compter sur les doigts d'une main. C'est très inquiétant parce que, bon, le soutien vient toujours des gouvernements, ça percole vers le bas et on voit que des changements se produisent très rapidement. On voit justement, ces changements se produisent très rapidement. Alors, message final,
N'oubliez pas de soutenir les groupes de citoyens locaux de toutes les façons imaginables. Merci beaucoup. Si vous avez besoin d'autres informations, communiquez avec moi grâce aux coordonnées que vous voyez ici. Et j'ai hâte à la discussion qui va suivre. Merci beaucoup, Katerina, et à John aussi pour une excellente introduction. À ce stade-ci, si vous avez des questions pour Katerina ou pour John, s'il vous plaît, saisissez-les dans le chat, dans la fonction de clavardage, et on va les aborder dans la première partie de la discussion en table ronde. Je vais recéder la parole à Hank, qui va nous guider dans la prochaine étape de la table ronde. Merci, Hank. Et merci à vous, Helen, et John et Katerina, qui est mieux placé pour mettre la table, nous donner le contexte. Bon, on a eu la vue d'ensemble et le niveau local et qui doivent aller ensemble pour qu'on soit efficace. Il y a un certain nombre de questions qui peuvent être incorporées à la discussion. Parce que je pense qu'il faudrait consacrer ce qui nous reste de temps à une discussion ouverte pour aborder des sujets qui vous préoccupent. Mais étant donné les aspirations qu'on vient d'entendre, qu'est-ce qui a marché dans votre expérience? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où voyez-vous des lacunes ou des besoins qui peuvent être satisfaits pour réussir autant à la base qu'au niveau national? Et pour qu'on puisse commencer à formuler des pistes de solutions. Mais avant, nous avons une autre question de sondage. Je vais le lire. Quand vous avez fait du plaidoyer en faveur de l'EAH, quelles ont été votre cible principale? Les choix, ministère de la Santé, ministère de l'Eau et autres. Il y a pas mal de choix et ça va être intéressant de voir où vous avez concentré vos efforts. Et lors de la discussion, ça va être intéressant de voir dans quelle mesure vous avez réussi à amener les ministères à se parler et à travailler ensemble entre eux. Parce que dans notre expérience, même aux États-Unis, amener les ministères à se parler et à comparer des notes n'est pas chose facile. On va vous donner un petit peu plus de temps. Oui, allez-y. Bon, très rapidement, je voulais simplement dire, je sais qu'une personne a de la difficulté avec l'interprétation en espagnol. Les autres qui écoutent en espagnol, pourriez-vous nous dire dans le chat si vous avez des problèmes avec l'interprétation ou si c'est un problème individuel? Ah non, non, c'est important. Bon, alors, une des choses qui est frappante, c'est le petit nombre de gens qui parlent du ministère des Finances. C'est peut-être pas surprenant, mais c'est quand même important. Manifestement, je pense qu'on peut fermer le sondage. Plus de la moitié ont se sont concentrés sur le ministère de la Santé, le ministère de l'Eau, un tiers, ministère au niveau régional, un tiers, 10% pour le ministère des Finances. Bon, je pense qu'on va essayer d'y voir plus clair dans la discussion, mais merci d'avoir répondu. Alors, j'aimerais ouvrir la discussion maintenant. Ce que nous voulons faire, c'est obtenir votre point de vue sur ce qui marche et ne marche pas. Nous avons des questions à vous poser. Mais j'ai vu un commentaire dans la fenêtre de clavardage. Et si le docteur Ganzani veut ajouter quelque chose, ce serait important. Mais c'est une observation importante, la question du rapport entre les ministères de la Santé, de l'Eau et des Finances. Les arguments les plus forts en faveur de l'EAH dans la santé et au niveau des résultats sanitaires.
Il ne s'agit pas simplement d'avoir des hôpitaux plus propres, il s'agit d'améliorer les soins de santé au niveau de la résistance contre les microbes, la santé des femmes et des enfants, la prévention des pandémies. Pouvoir l'exprimer clairement est très important. John, je vois votre main en l'air. Oui, merci Hank. Je voulais simplement répondre à quelques-unes des questions soulevées dans le chat. Je pense que ce que Steve Warner a dit à propos de la nécessité d'être plus clair au niveau du rendement de l'investissement, ce n'est pas quelque chose, un argument propre à l'EH dans la santé en tant que tel, mais c'est lié à divers issues d'intérêt pour les ministères de la Santé. La prévention et le contrôle des infections, c'est sûr, mais la résistance antimicrobienne aussi. Mais je pense que le point essentiel, c'est que le ministère des Finances, bon, le ministère de la Santé va sans doute être d'accord, mais si le ministère des Finances, si on veut des ressources, il faut qu'ils comprennent que c'est quelque chose sur lequel on doit dépenser par rapport au transport, aux installations portuaires ou aux communications. Il y a des secteurs qui nous font concurrence. Alors, il faut collectivement qu'on travaille davantage à expliquer le rendement économique. Et on voit les impacts économiques d'une crise sanitaire comme la COVID-19. Il reste du travail à faire de ce côté-là, mais l'observation est très importante. Oui, merci, John. Et pour reprendre ce que vous venez de dire, et bon, je vais poser la question au docteur Aminou Garba, qui dirige le réseau africain pour les budgets de la santé. Il sait quelque chose en ce qui concerne les communications avec les ministères. Et je sais que Katrina et Zakaria ont levé la main. Nous allons leur revenir après avoir écouté Aminou parler des communications avec les ministères des Finances et des gens qui s'occupent des budgets. Oui, merci beaucoup, Hank. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend. Merci. Alors, c'est une discussion très intéressante sur le financement pour l'EAH dans les établissements de santé. J'ai écouté John Rosso et il a mentionné deux choses importantes au niveau des pays. La question de la plateforme de coordination multi-intervenants. C'est une plateforme, si aussi on veut faire un plaidoyer pour l'EH en santé, il faut utiliser ces plateformes. Le ministère des Finances et le ministère de l'eau et le ministère de l'Environnement. Bon, le ministère de la Santé, tous les organismes gouvernementaux pertinents au niveau des pays peuvent se réunir dans une plateforme multi-intervenants et coordonner leurs interventions EAH en santé. Bon, quand on regarde les budgets des pays, par exemple au Nigeria ou au Libéria ou au Kenya ou au Sierra Leone ou dans n'importe quel pays africain, les budgets EAH en santé ne sont pas tous au même endroit. C'est totalement dispersé. Oui, quel moment dramatique pour une pause. Bon, alors si Amino ne revient, on pourra peut-être le réintégrer à la discussion. Bon, Aminou va sans doute revenir, mais Katerina, vous aviez la main en l'air. Oui, merci Hank. Je voulais répondre, je pense que le commentaire est de Joyce Garton qui dit
qu'il serait important de parler du leadership et comment établir des rapports avec les ministres des Finances et quels sont les arguments clés pour les convaincre. Est-ce que vous pourriez développer ça un peu? Bon, dans mon expérience, pour rapprocher le secteur au assainissement hygiène, j'ai organisé pas mal de rencontres entre les secrétaires d'État et les gens des finances et de l'assainissement. Ça a été très intéressant parce que essentiellement, les secrétaires d'État pour les finances ou pour les budgets. Bonjour. Oui, Aminou. Pourriez-vous attendre juste un instant que Katrina est en train de répondre à une question et on vous revient tout de suite. Alors, ce qui compte, le secrétaire d'État ou la personne responsable du budget suit les 3 grandes priorités qui ont été fixées par le chef de l'État. Et l'eau ou l'assainissement ou la santé n'est généralement pas parmi ces priorités. Mais les autres discussions dépendent de la capacité des 3 secteurs, eau, assainissement et santé, de mettre de l'avant leurs arguments. Souvent, le secteur de l'eau parle en termes de projets. Alors, tout ce qui vient du secteur de l'eau, et je l'ai vu dans au moins 13 réunions que j'ai eues avec différents gouvernements de pays, les projets mis de l'avant n'ont pas voici ce qu'il faut pour assurer telle ou telle couverture pour l'eau, le lavage dans les écoles ou les hôpitaux. Non, non, c'est un projet. Bon, voici la nouvelle usine d'épuration de l'eau dans telle ou telle région. Bon, quand le secteur de l'eau parle de budget avec le ministère de la Finance, c'est réduit à des questions d'infrastructure. Ça, c'est une première chose. Là où j'ai vu que le ministère des Finances est plus ouvert aux arguments des sous-secteurs, c'est lorsque dans la plateforme multi-intervenants, il y a un représentant du ministère des Finances au niveau des sous-secteurs. Dans les réunions des secteurs à l'intérieur des pays, il y a un représentant du ministère des Finances qui est directement présent dans les réunions sectorielles. Dans les pays où il n'y a personne, le lien va être très difficile à faire. J'ai vu ça souvent, surtout dans les pays africains francophones. Il y a une forte représentation du ministère des Finances. Là où ils sont absents, c'est très difficile d'influer sur le processus de budgétisation. Oui, un point qui en découle, c'est que quand on ne parle que de l'infrastructure au sens physique, pour parler de la vue d'ensemble d'un programme H, ça engage beaucoup plus, parler en termes humains est beaucoup plus efficace que de parler en termes de toilettes ou d'évier. Aminou. Merci Hank de me ramener. Excusez-moi, j'ai perdu ma connexion. Je n'ai pas beaucoup de temps, je sais, seulement 5 minutes. Alors, rapidement, je vais mentionner que je veux que pour que nous fassions un plaidoyer budgétaire en faveur de l'AE, il faut comprendre le paysage au niveau national. Alors, je disais qu'on va trouver de l'argent de l'âge au niveau du ministère responsable des ressources hydriques, mais aussi au niveau du ministère de l'Environnement. Et vous allez trouver de l'argent au ministère de la Santé et évidemment, à l'intérieur du ministère de la Santé, il y a des organismes gouvernementaux, bon, les soins de santé primaire, organismes de développement, et ainsi de suite. Ils ont tous de l'argent affecté à l'EH dans la santé. Autrement dit, il faut comprendre le paysage au niveau de chaque pays pour avoir des arguments sérieux.
Au Nigeria, il y a eu la plateforme justement multi-intervenant où on a parlé du rôle de la société civile et des gouvernements. Aujourd'hui, le ministère de la Santé sont invités pour être membres de la plateforme et le ministère de la Finance est également représenté au sein de la plateforme. Ce que ça signifie, c'est qu'au niveau de la plateforme nationale, le ministère des Finances, le ministère de l'Environnement, les ministères de l'eau peuvent travailler ensemble pour harmoniser leur budget pour le H dans les établissements de santé et s'assurer que annuellement, les parlementaires doivent se prononcer sur un budget qui prévoit le H dans les établissements de santé. Et la dernière chose que je voulais dire était, bon, je suis sûr que les gens sont au courant qu'en décembre, il y a eu un sommet mondial à Genève, où 4 pays ont pris un engagement important vis-à-vis de l'EH, bon, l'Afghanistan, le Nigeria, la Nigerie et les États-Unis. Ce sont des engagements mondiaux, en plus des engagements nationaux, parce qu'il faut revenir au niveau national pour montrer que ce qui est engagé au niveau international doit se traduire au niveau national dans les établissements. Donc, il faut comprendre le paysage national pour devenir de meilleurs promoteurs de l'EH. Et s'il y a des questions, s'il vous plaît, inscrivez-les dans le chat et j'y répondrai. Merci beaucoup de cette occasion. Hank, vous êtes en sourdine? Oui, désolé. Merci, Aminou. On a bien hâte d'en entendre plus sur la plateforme du Nigeria. On pourra partager ça avec les gens. Dr. Kansane, vous aviez un commentaire intéressant. Veuillez prendre la parole. Merci beaucoup. Merci à tous. Je pense que nous parlons là d'une situation qui est quand même assez inédite. La question donc du WASH dans les établissements de santé. L'analyse situationnelle effectivement de cette question a montré effectivement qu'il y avait beaucoup à faire, essentiellement dans les pays donc à ressources limitées comme le nôtre. Je suis basé au Burkina Faso. Et il faut dire que de façon courante, lorsqu'on parle de WASH, effectivement, nous avons pas mal d'organisations qui sont donc impliquées dans les services WASH. Mais ce qui ressort, c'est que c'est la question justement du WASH dans les établissements de santé. C'est vraiment ce qu'on appelle le parent pauvre du WASH. Et pratiquement, la plupart des interventions sont beaucoup plus focalisées sur le WASH communautaire. Donc, pour ce qui concerne donc le WASH dans les établissements de santé ou de façon générale le WASH institutionnel, il y a très peu d'engagement. Alors, une des solutions pour nous est également de comprendre en fait d'abord la situation. Parce que comme vous le savez très bien, et comme je l'ai dit dans mon chat, vous avez d'un côté la question du WASH de façon générale. Il s'agit donc de situations assez transversales. Mais en même temps, nous avons des programmes qui sont déjà en cours. Des programmes, par exemple, de lutte contre la résistance antimicrobienne. Vous avez des programmes de prévention de contrôle des infections. Il y a peut-être même des programmes relatifs à la gestion des déchets biomédicaux. Et lorsque vous regardez un peu, et sans oublier bien entendu la question liée à l'accès à l'eau dans les établissements de santé. Can you hear me? Can you hear me very well? Yes. Can you hear me? Yes, we can hear you. Hopefully, we'll get it translated. Okay. Donc, I think we're having some difficulty, Dr. Ganse, hearing you. So if you could type your
if you could type, Donc, nous avons de la difficulté à vous entendre. Si vous pouvez peut-être écrire vos commentaires dans la boîte de clavardage, les interprètes et d'autres personnes ont de la difficulté à vous entendre et on veut s'assurer de vraiment bien comprendre ce que vous dites. Merci. Great. There was, Il y avait une question that Garant Upam wanted to ask. Garant Upam voulait poser la question. Vous pouvez retirer votre sourdine. Et il y a aussi d'autres personnes qui voudraient faire des commentaires. Alors, allez-y. Garance, bonjour tout le monde. Je n'ai pas installé ma caméra, je suis désolée. Je suis à Genève avec 8 ans avec l'Alliance mondiale et on voit un lien très étroit entre l'EMR et WASH. Et ça a été discuté dans la revue au niveau du gouvernement parce que l'accès à l'eau pourrait réduire l'utilisation des antibiotiques dans tous les pays en développement. Et les études ont été faites, Nigeria, Brésil, ailleurs. Et donc, nous sommes en faveur de lier les investissements WASH avec l'EMR. Parce que même dans les pays développés, l'EMR, c'est vraiment les infections qui se propagent dans les soins de santé. Puis on a le même problème avec la COVID-19 où ça se propage dans les installations de santé. On parle de 44 des cas. Donc pour lier l'IPC, donc la prévention, contrôle des infections, ça ne peut pas être fait sans l'AH. Donc, le MR ne peut pas être contrôlé, à moins qu'on ait des investissements massifs en eau. Et ça a été l'argument, et je sais qu'il y en a qui partagent ce point de vue, que c'est vraiment central. Donc, j'aimerais savoir vos commentaires à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on peut relier ces deux enjeux? Parce que le MR, ça va entraîner des milliers de morts, cette résistance antimicrobienne. Donc, comment est-ce qu'on peut progresser sur cet enjeu? Merci beaucoup. Je pense que on a un autre. Est-ce que vous êtes avec nous? On a d'autres commentaires qu'on aimerait entendre. I'm French American and I could translate for anyone if need be. Thank you. Okay, we'll come back. I thought Wobula had joined us, but je pense que Woko s'était joint à nous, mais on peut revenir. Oh, hi. Hi, sorry about that. No. Bonjour, je suis désolée. Good morning, good afternoon, everyone. Bonjour, bon après-midi à tous. Thanks for joining us. Merci de vous joindre à nous. Okay, so donc, I could go right into my presentation. Je peux... bonjour, ici Arvin Pukan, ancien directeur de WASH, Tacoma, Washington, Tacoma numéro 8. Je suis heureux d'être ici et de me joindre à votre groupe. Nous apprécions votre travail. Alors, oui, Wobula, si vous pouvez partager votre expérience. Oui. Notre expérience en ce qui concerne le travail de financement pour les EAH 2020-2021 en particulier. Pour 2020, nous avons de façon délibérée fait un plaidoyer autour du financement. C'était comme une année, on réussit ou on meurt au niveau des EAH, surtout avec
les enjeux économiques au Zambie. À la Zambie, on a une grande dette, donc on pensait que c'était très nécessaire de vraiment parler au gouvernement pour prioriser dans des secteurs spécifiques et aussi prioriser au niveau des ressources limitées que la nation, dont la nation dispose. Donc, on a fait beaucoup de soumissions l'an passé. Certaines étaient ciblées autour de la COVID, donner un soulagement aux utilités commerciales. Et cette intervention particulière, on a ciblé le ministère de la Finance et pour faire un suivi, on a fait une autre soumission, encore une fois, au ministère de la Finance pour les taxes pour 2021 pour le budget national. Et ensuite, on a fait beaucoup de discussions dans les radios locales pour sensibiliser les gens autour de la finance et pourquoi c'est important d'obtenir le financement. On a utilisé un événement commémoratif pour s'engager avec les leaders nationaux. Et je sais que une journée sur le financement, on a vraiment parlé au ministère de l'Eau et Dr. Chandon pour être notre défenseur dans les débats parlementaires. Et ensuite, il nous a permis de l'appeler, puis on a pu partager en profondeur certaines de nos frustrations et aussi des opportunités qu'on pensait qu'on pourrait faire avec le ministre de l'Eau pour vraiment encourager cette cause avec les autres ministères, dont Finances. Et je suis heureuse de dire que suite à cette réunion, le ministre de l'Eau s'est mieux engagé avec le ministère des Finances. On a pu contribuer à bâtir un pont entre ces deux ministères et ces deux ministres. Et donc, il y a eu de meilleures discussions ministérielles pour prioriser les services EAH. Et ensuite, après nos soumissions, on a rencontré des parlementaires et discuté avec des comités de finances, un budget sur le budget, et aussi des MP, Premier ministre, en fait, avec des endroits où il y avait des hotspots. Et donc, ils ont vraiment apprécié l'information qu'on leur a donnée et ils ont dit que ça allait contribuer à stimuler les débats parlementaires concernant les budgets qui pourraient mettre au défi là où ils pensent qu'il y a certains éléments du budget national qui pourraient éventuellement être mis de côté pour que ça puisse ensuite être apporté au service EAH. Et après cette discussion, le budget national est sorti et puis il y avait une diminution de 17 dans le financement. Et c'était un peu comme si on n'était pas en période de pandémie et que le budget n'a pas pris en note, en fait, n'a pas fait le lien entre l'eau et l'hygiène et toutes ces choses. Donc, après ça, on a fait une autre soumission qu'on a parlé des opportunités manquées avec un communiqué de presse pour exprimer notre désappointement et aussi pour énoncer ce qu'on pensait qui pouvait être une opportunité possible pour qu'on puisse mieux collaborer. Certaines des choses on avait en fait beaucoup de taxes vertes qui pourraient être utilisées pour financer l'eau et l'assainissement, des projets de EAH dans les installations de santé, les écoles. Et on croyait aussi que le gouvernement n'avait pas financé l'élimination de la choléra d'ici 2025, qui est un engagement, puis on sentait que cet élément avait aussi été négligé. Et donc, après tout cela, on a été en mesure de contribuer à beaucoup d'autres interventions parlementaires autour des suggestions pour améliorer la gouvernance dans certaines utilités. Et donc, on demandait un meilleur financement, mais on pensait aussi qu'il y avait un problème gouvernemental qui doit être réglé. Donc, on a fait des soumissions à ce niveau également et aussi une soumission parlementaire cette année qu'on a faite pour la capacité de la Zambie de répondre à la pandémie, des pandémies telles que la COVID, et aussi comment les gouvernements doivent financer les budgets de santé un peu mieux parce que pour l'instant, la dette est plus grande que le budget de la santé.
Juste pour vous donner un exemple. Et demain, par coïncidence, on a un rendez-vous avec le nouveau ministère de l'Eau. Et malheureusement pour nous, après avoir obtenu une bonne traction, le ministère de l'Eau a ensuite été transféré au ministère de la Santé. Mais nous sommes très emballés parce que nous avons maintenant quelqu'un qui fait notre plaidoyer au niveau de ce ministère. Et le ministère de la Santé, c'est très important dans la Zambie. Et donc, on va parler avec le nouveau ministre et on va profiter de la nouvelle situation. Et demain, on rencontre également le nouveau ministère de la Santé, de l'Eau, pour ce ministre, en fait, pour vraiment lui expliquer ce qu'on a fait et comment est-ce qu'on peut mieux collaborer avec le ministère de l'Eau. Et donc, pour l'avenir, un des défis auxquels on fait, c'est l'engagement populaire. Un des défis, c'est que nous sommes incapables de savoir combien de ces entrées populaires, comment est-ce qu'ils ont une influence, en fait, sur le budget. Sur papier, ça devrait être une approche ascendante, mais on ne sait pas à quel point ce processus est axé sur les plans de développement nationaux ou les gens qui sont dans des petits secteurs, est-ce qu'ils ont autant de poids pour les budgets AH? Et donc, on veut explorer un peu cette avenue et aussi pendant une analyse qui sera faite dans le ministère de la Finance pour savoir qui a le pouvoir de financer l'eau et l'assainissement. Parce qu'on a fait beaucoup de soumissions et donc on veut essayer de mieux comprendre le fonctionnement pour miser sur ses forces et atteindre nos cibles. Et donc, sur ce, je vais vous remercier, Hank. Merci énormément. Allez-y, Hank. Oui, je pense que vous avez une question, Eileen? Oui, eh bien, deux choses. Si quelqu'un parle français ou espagnol, si quelqu'un parle en français ou en espagnol et que vous n'avez pas sélectionné la langue, en fait, si vous parlez anglais, pour entendre la traduction, vous devez vous assurer de choisir la langue, le bouton anglais dans la section interprétation. Juste un rappel, tout le monde, si vous n'avez pas déjà fait cela. Donc, il y a beaucoup de questions et de commentaires. Et juste pour souligner ici l'engagement politique de haut niveau que Bobula mentionnait, je trouve que c'est très intéressant. Et donc, si vous avez d'autres exemples de vos expériences, inscrivez-les dans la boîte de clavardage ou levez la main. Et il y a aussi une série de questions et de commentaires sur la coordination. Et donc, encore une fois, je demanderai aux participants si vous avez des exemples sur des façons où vous avez vu de l'amélioration en coordination avec les différents ministères, y compris le ministère des Finances. Et en fait, le dernier point que je voulais soulever avant de passer au prochain commentaire concerne ce que Bobula disait, le pouvoir et le contrôle. C'est important. Ça revient à ce que Katharina a mentionné au début, c'est que c'est très important de comprendre qui a le pouvoir, dans quel ministère, comprendre le système qui existe pour savoir quelle est la façon la plus efficace de s'interjecter et les rôles et responsabilités du ministre des Finances. C'est très différent au niveau de l'approche qu'on prendrait comparé à un ministère de la Santé ou de l'eau et de l'assainissement ou d'autres ministères techniques. Donc, juste quelques points ici que je voulais souligner des discussions qu'on a vues et ce qu'on voit dans la boîte de clavardage. Il y a un commentaire, en fait, Boulay Rabdou, qui dit que qui parle des services de base à Burkina Faso au niveau des établissements de santé, en particulier pendant la COVID. Abdoulaye, si vous voulez
parler un peu de votre expérience du Burkina, ce serait fantastique. Si vous avez la capacité d'ouvrir votre micro, faites-le maintenant. Oui, allô? J'espère que vous m'entendez. Ça va? OK. Voilà. Yes, we can hear you. Okay. Thank you very much. I will speak in French. If you, yes. C'est dit que notre organisation, c'est-à-dire ACVO au Burkina Faso, accompagne un certain nombre de partenaires dans la mise en place de leurs activités au niveau du Burkina et également au niveau mondial. Ici au Burkina, nous avons mené une étude avec certains partenaires qui, j'espère qu'ils auront l'occasion de partager cette étude avec l'ensemble des acteurs dans le domaine de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Et ce que nous avons constaté en attendant que peut-être ces partenaires puissent mettre les résultats à disposition, c'est dit que dans les établissements de soins de santé, le constat qui est fait, c'est que même les éléments, les services élémentaires de base sont souvent inaccessibles et souvent déficitaires dans ces établissements de soins de santé-là. C'est-à-dire que vous pouvez arriver dans certains soins de santé et même l'accès à l'eau pour les soignants et également les populations qui viennent se faire soigner est souvent difficile. C'est soit le forage ou le dispositif d'assainissement en eau a soit des difficultés, ou soit le dispositif pour l'accès à l'eau est à des distances supérieures à la norme pour ces personnes-là. Et parfois même, il y a certains centres de santé qui, en ce qui concerne l'assainissement, tout le dispositif, une partie du dispositif est vraiment dysfonctionnelle. Et donc, c'est un constat qu'on fait. Et nous nous posons souvent la question de savoir quel est le rapport entre le ministère de l'eau, le ministère de la Santé, en ce qui concerne l'accès à l'approvisionnement à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Il faudrait peut-être une certaine synergie entre ces deux ministères-là pour voir ce qui se passe et comment le ministère de l'eau peut apporter une assistance ou même le ministère de l'économie et des finances pourrait contribuer à améliorer ce dispositif-là dans ces centres de santé, surtout dans ce temps de Covid où on est chaque jour en train de dire qu'il faut mettre à disposition de l'eau et pour les populations pour qu'ils puissent, par exemple, se laver les mains ou pouvoir se nettoyer les mains à tout moment. Donc, je pense que le ministère de l'eau et le ministère de la Santé devraient plutôt discuter sur comment mutualiser les efforts ou même les partenaires qui interviennent dans ce domaine-là, dans notre pays, pourraient mutualiser les efforts pour accompagner ces centres de santé-là. Je vous remercie. Great, thank you so much. Excellent, merci énormément. Merci beaucoup. Hank, je vous redonne la parole. À vous. Bon, je pense qu'on a assez de temps pour parler de quelques autres interventions et après, il faut conclure. Mais ce n'est que le début d'un dialogue et d'un suivi dont on parlera avant de se quitter. Jacqueline Amangen, Jacqueline, si vous avez une question brève à nous poser, s'il vous plaît, faites-le. Can you unmute your mic, Jacqueline? Oui, il faut activer votre micro. Okay. Can you hear me? Yes. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Thank you. Merci. On vous entend. Hello? Yes. Hello. Oui, nous vous entendons. Eh bien, alors je m'appelle Jacqueline Amangen. Je suis membre du Parlement et j'appuie les projets de loi pour le H et le financement au Parlement avec différents collègues, aussi, non seulement au Ouganda, mais dans d'autres pays d'Afrique. Mais pour ce qui est du financement, comme les présentateurs et d'autres ont parlé du financement pour
l'EAH. Et j'apprécie ces discussions sur l'engagement des citoyens. Mais il serait il serait impératif qu'on amène un engagement, une proposition au niveau des intervenants politiques qui doivent parler pour les gens. Et on parle d'alignement entre le ministère des Finances et les autres ministères qui touchent à l'EAH dans la santé. Bon, le ministère de la Santé, le ministre de l'Éducation. Tous ces ministères ne peuvent pas présenter leur budget ou leurs énoncés politiques au Parlement, ou doivent les présenter et les faire approuver. Au Ouganda, ce que nous faisons, c'est que nous avons dû discuter avec la société civile, surtout chez nous, pour que nos intérêts et nos préoccupations à propos du financement de l'EAH soient au centre des débats au Parlement. Alors, j'aimerais nous demander, j'aimerais vous demander si vous avez des problèmes semblables au niveau de la société civile ou vis-à-vis des médias, qu'est-ce qu'on veut que les parlementaires fassent au Parlement pour ce qui est des crédits accordés à l'EAH? C'est très important. Alors, comment est-ce qu'on peut engager les intervenants politiques à différents niveaux? Pour donner l'exemple du Ouganda, nous sommes allés de l'avant comme membres du Parlement parce que on fait des budgets sont établis au niveau local. Dans d'autres pays comme au Kenya ou au Zambie, il y a des gouvernements régionaux. Il faut influer sur les intervenants des gouvernements régionaux pour qu'ils priorisent l'EAH dans leur budget. Rendu au Parlement, les champions au Parlement jouent leur rôle. Nous, on parle de l'engagement aux différents niveaux, y compris dans les ministères. Je crois qu'il est important. Oui, hello? Oui, on vous entend. Ce serait bien que les autres mettent leur micro en sourdine, s'il vous plaît. Oui, pour conclure, j'aimerais que nous recommandions qu'on soit très critique parce que finalement, le Parlement a le mandat de réaffecter de l'argent dans les pays où il y a un Parlement et un Sénat. Le Parlement joue un rôle critique pour la réaffectation des ressources. Et en tant que champion de l'EAH au Ouganda, notre intérêt est de faire en sorte qu'on mette le maximum d'accès sur l'EAH. Et comment on noue les liens avec tous les secteurs et comment on travaille ensemble. Au Parlement du Ouganda, on a harmonisé les activités de l'EAH. On ne parle pas que de l'eau, on parle de l'eau dans le secteur de l'eau, dans les établissements de santé, dans les écoles, dans les communautés. Alors, comment est-ce qu'on peut coordonner les efforts? Au Parlement, nous avons pu influer sur une des recommandations qui a été mise de l'avant par les ministres dans le cadre de l'engagement Sanitation for Water for All. Alors, on s'est dit, on a l'engagement pour le financement, il faut une approche coordonnée sur la question de l'EAH. Et bon, c'est le gouvernement qui doit coordonner l'EAH, même si ce sont les ministères qui appliquent les priorités dans leur domaine respectif. Bref, en tant que au niveau du Parlement, nous jouons notre rôle en tant que législateurs et de représentants des gens. Et nous sommes fiers de parler avec les organisations de la société civile qui nous aident non seulement à faire du plaidoyer, mais pour nous informer des questions que nous devons soulever au Parlement et lors des débats, des propositions. Par exemple, demain, nous fêtons la semaine de l'assainissement au Ouganda et les membres du Parlement veulent le souligner, mais nous allons débattre d'une motion au Parlement si on veut célébrer la semaine de l'assainissement. Bon, on a la COVID, on a les engagements post-COVID et l'assainissement dans les établissements de santé. Est-ce qu'on est rendu là? C'est ça que je voulais contribuer au débat sur le financement de l'EAH dans les établissements de santé.
Merci beaucoup et c'est un honneur d'entendre un membre ou une membre du Parlement et d'écouter votre point de vue. Je pense que c'est un bon commentaire de la fin. Il y a beaucoup d'autres bonnes questions et de bons commentaires. Malheureusement, notre temps est presque épuisé. Et on veut conclure et dire, dégager des pistes pour l'avenir et demander à Ellen de dire quelques mots de la fin. Mais il y a deux autres points que je voulais soulever. Il y a eu des questions et des commentaires à propos du rendement de l'investissement pour l'EAH dans les établissements de santé. Il est très important de pouvoir décrire les bienfaits de l'investissement dans l'EAH ou le coût de ne pas y investir. Vous êtes des gens très importants parce que vous êtes les sources d'histoires et d'anecdotes et d'analyses qui se poursuivent. Je vois que Guy Hutton est là. Je ne le mettrai pas sur le sellette, mais Guy est un des grands experts mondiaux dans les analyses des avantages de l'AH. Il y a beaucoup d'exemples de ces avantages. Mais on n'a pas pu parler des fournisseurs de services du secteur privé, comme les nettoyeurs et d'autres, mais il y a beaucoup de possibilités de ce côté-là. On peut investir dans les entités privées qui peuvent offrir des services relatifs à l'eau. Bon, ce serait absurde que d'essayer de résumer tout ce qui a été dit. Les interventions ont été formidables. J'ai pris quelques notes. D'abord, nous savons qu'il y a de la concurrence pour des budgets au niveau national. Les budgets pour le H sont fragmentés dans différents ministères et différents chapitres budgétaires. Et il faut essayer de s'aligner de ce côté-là. Quand on parle d'investir dans le H, il y a les coûts durs et les coûts mous. Il y a la quincaillerie ou les infrastructures, mais il faut parler de l'ensemble d'un programme complet qui est durable sur plusieurs années et faire le lien avec les objectifs des politiques en santé. Troisièmement, c'est un effort au niveau de la base et au niveau national. Il faut faire le lien entre les deux niveaux en fonction d'une compréhension du fonctionnement des systèmes dans les divers pays. Madame Amangink vient de nous parler, a livré d'excellentes observations de son point de vue de parlementaire au Ouganda. On a parlé de plateforme nationale. Aminou a parlé de la situation au Nigeria. Il y a d'autres exemples d'harmonisation qui est un mot-clé. Au Ouganda, il y a eu l'exemple dans le chat. Il y a un bureau de l'eau au ministère des Finances. Et il y a eu d'excellents efforts de collaboration au Zambie. Et je sais que Jean Brasso a travaillé en Zambie pour l'intégration des programmes. Alors là, on peut avoir des plateformes pour harmoniser est très important. Comprendre les dynamiques des budgets et le bon moment pour intervenir dans le processus est essentiel. Et une des formes d'harmonisation les plus importantes, c'est amener le secteur de la santé d'élever la voix quant à l'importance de l'EAH. Je vais m'arrêter là. Il va y avoir beaucoup de suivi. On voit qu'il y a un besoin d'avoir une communauté de pratique en plaidoyer pour partager les bons arguments, les histoires de succès, ce qui marche davantage là-dessus. À venir, merci de votre participation. Merci à l'équipe de Global Water 2020 pour son travail d'organisation. Ellen, quelques réflexions? À la fin, je n'ai pas beaucoup de choses que je vais ajouter. Je pense que vous avez déjà dégagé des faits saillants de la discussion. La chose que je voulais relever concerne l'élargissement du champ d'intervention au-delà des ministères techniques pour aller vers les parlements et les ministères de... Bon, on a parlé, on a demandé qui était ciblé. Et peu de gens avaient ciblé le ministère des Finances. Je pense qu'il est important
qu'on fasse davantage. Bon, on a épuisé notre temps et je veux céder la parole à Daniel. Merci beaucoup à l'équipe de coordination, à nos présentateurs et à toutes les personnes qui ont participé à l'appel aujourd'hui. Daniel. Eh bien, merci et merci à tout le monde qui a participé aujourd'hui et à nos présentateurs John Caterina, à Ellen et autres. Je sais qu'on a débordé un petit peu. Nous allons envoyer un courriel de suivi avec un lien pour l'enregistrement. Vous allez pouvoir donc le partager avec vos collègues qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Nous allons aussi envoyer des liens aux documents dont il a été question. Nous espérons que cette série de discussions vous a semblé intéressante et utile. C'est la dernière de cette série-là, mais on espère que dans vos organisations, avec vos pairs, dans vos pays, j'espère que vous avez trouvé ça utile. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Ne lâchez pas.